Bonjour. Comme annoncé lors de la précédente vidéo, nous continuons d'examiner des exercices sur les problèmes d'élasticité. Au cours de ce second épisode, nous traitons un problème classique avec solution. Cette fois-ci, un exemple d'une structure présentant une double symétrie relative à la géométrie ainsi qu'au chargement est présenté. Voici le contenu du problème. Une enveloppe sphérique homogène ou coque sphérique qui est représentée ici sur cette vue en perspective, sans chargement, et dans cette vue, on a représenté une coupe de cette enveloppe sphérique avec le chargement. Donc on a une enveloppe sphérique homogène de rayon intérieur RI, le rayon intérieur, RI est rempli d'air avec une pression PI sur sa paroi intérieure. Donc la paroi intérieure de cette enveloppe sphérique est soumise à la pression de l'air, PI. Elle est immergée dans un liquide jusqu'à une certaine profondeur où la pression PE est exercée sur sa surface extérieure, de telle sorte que PI, c'est-à-dire la pression intérieure, est inférieure à la pression extérieure. Donc on peut remarquer ici le chargement qui est appliqué sur la paroi extérieure ou la surface extérieure, la pression PE, qui est provoquée par la pression du liquide sur cette enveloppe sphérique. Les forces de volume sont négligées. Le matériau de l'enveloppe sphérique est isotrope avec un chargement élastique linéaire dont les coefficients de Lamé sont lambda et nu. La limite d'élasticité du matériau de l'enveloppe est sigma E. On considère un système de coordonnées sphériques M, ER, Eθ, Eφ, dont l'origine est située en un point M de l'enveloppe sphérique. Compte tenu que le problème présente une symétrie sphérique, donc on a une symétrie sphérique du point de vue géométrique, parce que tous les points qui appartiennent à cette coque sphérique ont des symétries par rapport au centre de cette sphère. Et que les pressions internes et externes sont appliquées suivant la direction radiale, c'est-à-dire aussi on a une symétrie de chargement. Donc toutes les pressions intérieures et extérieures sont appliquées suivant la direction radiale. Cette direction radiale, donc que ce soit pour la pression intérieure, que ce soit pour la pression extérieure, ils sont appliqués dans la direction radiale. Par conséquent, le vecteur déplacement en tout point M pour coordonnées R, θ, φ de l'enveloppe sphérique est dirigé selon la direction radiale. Donc, ce qui implique que tout point appartenant à cette enveloppe a pour vecteur déplacement UM, on n'a que la composante radiale UR. Les autres composantes Uθ et Uφ sont nulles. Donc le vecteur U de M est égal à UR, ER. On a uniquement le déplacement radial du point.
et que cette composante UR ne dépend que de la coordonnée R. Donc U de R est une fonction de R. Première question. Déterminer en tout point M, en fonction des deux coefficients de la ME, lambda et mu, de la fonction FR, qui est donnée ici UR est égal à FR, et des dérivés de FR, on demande de calculer les tenseurs de déformation epsilon au point 1 et de contrainte sigma au point 1. Deuxième question. Écrivez les équations d'équilibre. En déduire l'équation différentielle permettant la détermination de la fonction f de r. Troisième question. Déterminer la fonction f de r. En déduire l'expression du champ de déplacement u de m. Quatrième question. Déterminer le tenseur de contrainte sigma m. Cinquième et dernière question. Elle est relative au dimensionnement de l'enveloppe sphérique. En appliquant le critère de résistance de Tresca, déterminer l'expression de l'épaisseur minimum, E mini, qu'il faut donner à l'enveloppe sphérique. Bien sûr qu'il faut donner à l'enveloppe sphérique pour que le comportement reste dans le domaine élastique. Je vais réitérer la procédure à entreprendre relative à la résolution d'un problème d'élasticité. Donc, si on connaît la forme du champ de déplacement, U de 1, on peut déterminer le tenseur de déformation epsilon par le biais de la relation qui lie les composantes du tenseur de déformation au déplacement, qui est donné par cette formule intrinsèque, epsilon ij est égal à 1/2 de ui,j plus uj,i, c'est-à-dire le tenseur de déformation est égal à la partie symétrique du gradient du déplacement. Une fois le tenseur de déformation connu, on détermine le tenseur de contrainte par l'intermédiaire de la loi de comportement. Sigma ij est égal à 2 mu epsilon ij plus lambda epsilon ll delta ij, où mu et lambda sont les coefficients de l'AME qui sont déterminés, qui peuvent être déterminés à partir du module de Young et du coefficient de Poisson. Il est évident, pour qu'il y ait équilibre, il faut que le tenseur de contrainte vérifie les équations d'équilibre, c'est-à-dire les équations d'équilibre, sigma ij, j plus les forces de volume égale à 0. Cette formule intrinsèque, bien sûr toutes les formules sont intrinsèques ici, pour chaque cas étudié, il faut adapter le système de coordonnées approprié. Le tenseur de contrainte aussi doit satisfaire les conditions aux limites en contrainte. Ici, on a deux conditions aux limites pour cet exercice. Une condition relative à la surface intérieure de cette enveloppe sphérique et une autre sur la surface extérieure. Il est évident que pour que le système le champ de contrainte soit statiquement admissible, il faut qu'il vérifie à la fois les équations d'équilibre et les conditions aux limites en contrainte. Quant au champ de déplacement U de 1, il faut qu'il satisfasse aussi les conditions aux limites en déplacement.
C'est-à-dire il faut qu'il soit à son tour cinématiquement admissible. Donc cinématiquement admissible si ces deux les conditions sont vérifiées. Et statiquement, le champ de contrainte est statiquement admissible si vérifie à chaque fois, vérifie les équations d'équilibre et il satisfait les conditions aux limites en contrainte. Voyons maintenant, il faut garder en mémoire cette procédure afin de trouver la résolution. Tout d'abord, j'aimerais donner un aperçu sur les coordonnées sphériques qui est montré par ce dessin. On repère un point M en coordonnées sphériques par ses coordonnées. Les coordonnées d'un point M en coordonnées sphériques sont R, θ, φ. R étant la distance radiale. Elle est mesurée à partir du centre de la sphère jusqu'au point M. θ, la deuxième coordonnée θ, c'est l'angle azimutal. Il est défini dans le plan X, Y, et sa rotation est définie à partir de l'axe des X dans le sens trigonométrique. L'angle θ varie de 0 à 2π. La troisième coordonnée φ est l'angle polaire. Il est défini à partir de l'axe des Z, dans le sens positif de l'axe des Z des coordonnées cartésiennes. Il est défini par l'angle entre l'axe des Z et le rayon vecteur OM. Cet angle φ varie de 0 jusqu'à π. Le point M aussi est repéré par son rayon vecteur OM qui est égal à R par le vecteur unitaire ER, lequel ER constitue le prolongement de la coordonnée radiale R. ER, Eθ, Eφ constituent un trièdre direct. On a dit que ER est dans le prolongement de R, Eθ est tangent à ce cercle, c'est-à-dire aux cercles qui sont parallèles au plan X, Y, et Eφ est tangent à ce cercle. Examinons étape par étape la résolution de ce problème classique d'élasticité. Réponse à la première question. Détermination en tout point 1 en fonction des coefficients de Lamé, de la fonction f de r et de ses dérivés, des tenseurs de déformation epsilon et tenseur de contrainte sigma. On commence par le calcul du tenseur de déformation, comme je l'ai précisé dans la diapositive précédente. Donc nous avons la relation intrinsèque qui lie les composants du tenseur de déformation aux composantes du vecteur déplacement. On va exprimer ces composantes en coordonnées sphériques. Donc le tenseur de déformation, il est donné par cette matrice 3 lignes, 3 colonnes.
Donc, il est exprimé en fonction des composantes du vecteur déplacement. Les composantes en coordonnées sphériques sont UR, Uθ et Uφ. Et en fonction des coordonnées du point considéré en coordonnées sphériques, R, θ, φ. On sait que le champ de déplacement, on n'a que la composante radiale qui est non nulle. Et cette composante radiale ne dépend que de la coordonnée radiale du point R. Uθ et Uφ sont nuls. Examinons cette matrice. Donc, toutes les composantes qui sont nulles. 0, Uθ 0, 0. UR ne dépend pas de phi, donc ça c'est 0, 0, 0. Donc comme c'est une matrice symétrique, on va prendre en considération la symétrie. Donc Uφ c'est 0, Uθ c'est 0 et Uθ égale à 0. Voyons les composantes qui sont non nulles. Il n'y a que la dérivée de U de R par rapport à R dans cette composante. Dans cette composante, on a U de θ égale à 0, U de φ égale à 0. Donc on a 1 sur R sinus φ qui multiplie sinus φ UR. Donc, epsilon θ sera égal à sinus phi UR sur R sinus phi, donc ça sera UR sur R. La composante epsilon phi, on a phi Uφ égale à 0, donc ça sera UR sur R. Ça c'est nul. Ça, c'est nul compte tenu de la symétrie et ça, c'est nul. Donc, on va calculer epsilon RR, la composante radiale, la composante epsilon θ et la composante epsilon φ. Epsilon RR, c'est DUR sur DR. Comme U de R, c'est une fonction de R, donc on peut dire que c'est la première dérivée de cette fonction phi. Donc f, plutôt de la fonction f. F' de R. Epsilon θ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, epsilon θ, c'est sinus phi UR sur R sinus phi. Donc on simplifie les sinus phi, il nous reste UR sur R. UR sur R. Donc c'est F de R sur R. Epsilon phi, elle est égale à UR sur R. Donc c'est F de R sur R. Le tenseur de déformation se présente sous forme de cette matrice. On remarque que les composantes, elles dépendent uniquement de la coordonnée R et de la fonction fr et de sa dérivée, f' de R. La composante radiale du tenseur de déformation epsilon RR est égale à f' de R. Les composantes epsilon θ, c'est-à-dire la composante circonférentielle, et la composante epsilon phi, la composante méridienne,
sont égales, elles sont égales à FR sur R. Nous passons maintenant au calcul du tenseur de contrainte. Tenseur de contrainte. Le tenseur de contrainte, on peut le déterminer par le biais de la loi de comportement. Connaissant les composantes epsilon ij du tenseur de déformation, nous pouvons déduire le tenseur de contrainte par un calcul matriciel. Epsilon LL étant la trace de epsilon. Donc elle est égale f' de R plus 2 fois FR sur R. Donc on va faire le calcul matriciel. Sigma est égal à 2 mu epsilon plus lambda epsilon LL qui est égal à f' de R plus 2 FR sur R que multiplie la matrice identité. Ainsi, nous déterminons les composantes du tenseur de contrainte, où on a la composante radiale, la composante circonférentielle et la composante méridienne. Les composantes sigma θ θ est égale à sigma phi phi. Nous retrouvons ainsi le tenseur de contrainte. Les composantes du tenseur de contrainte dépendent des coefficients de la mu et lambda, de la fonction f de R, ainsi que de sa dérivée f' de R. Nous remarquons que les composantes sigma θ θ est égale à sigma phi phi. Passons maintenant à l'écriture des équations et à la déduction de l'équation différentielle permettant la détermination de la fonction f de R. L'équation d'équilibre en quasi-statique s'écrit sous la forme divergence de sigma plus les forces de volume égale à 0. Donc c'est une équation vectorielle. Comme les forces de volume sont négligées, donc on déduit que pour écrire l'équilibre, nous avons à déterminer la divergence du tenseur sigma, divergence vecteur, égale à 0. Comme vous voyez, c'est une équation vectorielle, donc qui va comporter 3 équations scalaires, et nous devons la déterminer, cette équation, en coordonnées sphériques. Donc il suffit de déterminer la divergence d'un tenseur en coordonnées sphériques. Ceci est donné par ces équations. Donc vous avez la première coordonnée de la divergence de sigma, la deuxième et la troisième. Examinons maintenant ces différentes composantes. Prenons la première composante, c'est-à-dire la composante radiale de cette divergence. Et voyons les composantes qui sont non nulles. Donc sigma RR, il dépend de R. Sigma RR dépend de R. Donc cette composante est non nulle. R phi, elle est égale à 0. Donc ça c'est 0.
Rθ, toutes les composantes tangentielles c'est-à-dire hors diagonale, sont nulles. On a ici, dans cette équation, 1 sur R, 2 sigma RR, moins sigma phi phi, moins sigma θ θ. Et on a la composante R phi égale à 0. Donc ce terme aussi à calculer. Sigma R phi 0. La composante sigma phi phi ne dépend pas de phi, donc c'est 0. Phi θ est égal à 0. 1 sur R, sigma phi phi moins sigma θ θ. Comme elles sont égales, ce terme c'est 0. Égal à 0. R phi, sigma R phi est égal à 0. R θ nul. Θ, phi θ est égal à 0. Sigma θ θ ne dépend pas de phi. Sigma phi θ égale à 0. Et sigma R θ est égal à 0. Donc vous avez la deuxième coordonnée, elle est nulle. Et la troisième coordonnée est nulle de cette divergence. Donc il nous reste à calculer uniquement les composantes non nulles de la première coordonnée de la divergence de sigma. C'est ce qu'on va voir. Alors, nous avons obtenu la divergence de sigma. Donc la première coordonnée de la divergence de sigma, c'est la dérivée de sigma RR sur dr, plus 1 sur R, facteur de 2 sigma RR, moins sigma phi phi, moins sigma θ θ. La deuxième composante de la divergence de sigma, la deuxième et la troisième, sont nulles. Donc nous devons calculer maintenant chacune de ces composantes. Calculer la dérivée de sigma RR par rapport à dr. Donc sigma RR, on va la dériver par rapport à R. On obtient cette relation. Nous calculons ensuite 2 sigma R sur R. Parce que nous avons 2 sigma RR sur R, ce rapport. Nous le calculons par cette équation. Nous continuons le calcul. On aboutit à cette relation finale pour le calcul de 2 sigma RR sur R. On sait que le rapport sigma phi phi sur R est égal à sigma θ sur R. Donc, il est égal à donc ce rapport, on va diviser par R. Ensuite, nous sommons sigma phi phi plus sigma θ, quand elles sont égales, sur R, et nous obtenons cette équation. Donc nous avons déterminé aussi, avec le signe plus, sur R.
Dans la prochaine diapositive, on va sommer et soustraire les composantes de cette composante de la divergence de sigma. Continuons le calcul pour la première composante de la divergence de sigma. Donc la dérivée sigma RR sur dr plus 1 sur R que multiplie 2 sigma RR moins sigma phi moins sigma θ θ. On a toutes les composantes qu'on a déterminées. On va faire le calcul détaillé. Donc je détaille ici le calcul pour aboutir à une relation qui lie la fonction fr avec sa première dérivée f' de r et sa deuxième dérivée f seconde de r. Donc on obtient une équation différentielle qui est donnée par l'équation affichée, f seconde de r plus 2 sur r f' de r moins 2 sur r au carré, f de r égale à 0. Donc pour déterminer la fonction f de r, nous devons résoudre cette équation différentielle. Or, on voit bien que cette équation différentielle, c'est une équation à coefficient non constant, puisque nous avons ici des termes 2 sur r carré, 2 sur r. Pour pouvoir résoudre cette équation, on va passer à un changement de variable. Réponse à la troisième question. Détermination de la fonction f de r et déduction du champ de déplacement u de 1. Nous avons obtenu une équation différentielle à coefficient non constant et nous notons d de fr sur dr comme on a l'autre par f' et la deuxième dérivée de f de r par rapport à r, f seconde. L'équation différentielle obtenue est du second ordre à coefficient non constant. En effet, il s'agit d'une équation différentielle de l'air. C'est une équation différentielle du type de l'air. Afin de résoudre cette équation, il est nécessaire de la transformer en une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Ceci s'effectue par un changement de variable noté xi de la manière suivante. Cette variable xi est donnée de telle sorte que r est égal à exponentielle xi. Autrement, xi est égal au log de r. Donc pour ce faire, on considère une nouvelle fonction qui ne dépend que de xi. On la note g de xi, telle que g de xi est égal à f de r, donc elle est égale à f de exponentielle xi. Nous notons aussi que la première dérivée de g par rapport à xi, on la note par g', et la seconde dérivée de cette nouvelle fonction g de xi par rapport à xi, g seconde. Nous avons à transformer l'équation différentielle écrite en f en une autre équation différentielle écrite en g. Donc c'est cette équation différentielle à transformer avec le changement de variable r est égal à exponentielle xi.
on détermine f' de R. Donc, f' de R, c'est la dérivée de G par rapport à xi, que multiplie la dérivée de xi par rapport à R. Dérivée de G par rapport à xi, ça nous donne G', et la dérivée de xi par rapport à R, puisque xi est égal à ln de R, le logarithme de R, donc ça va donner 1 sur R. Donc f' de R, ce sera G' que multiplie 1 sur R. Calculons maintenant f seconde de R. F seconde de R, ce sera la dérivée de f' de R, et f' de R est égal à G' 1 sur R, que dérivé par rapport à dr. Ici, nous avons la fonction G' et la fonction 1 sur R, et nous dérivons par rapport à R. Donc, ça sera égal à 1 sur R, que multiplie la dérivée de G' par rapport à R. Or, la dérivée de G' par rapport à R est égale à la dérivée de G' par rapport à xi, que multiplie dxi par rapport à R. Et on sait que dxi par rapport à R, dxi par rapport à R, c'est 1 sur R, plus G' que multiplie la dérivée de 1 sur R par rapport à R. Or, la dérivée de 1 sur R par rapport à R, ça sera moins 1 sur R au carré. Donc, on aura f seconde sera égal à 1 sur R au carré G seconde plus G' que multiplie par moins 1 sur R au carré. Nous allons maintenant procéder à la transformation de cette équation différentielle. Nous avons f' de R que nous avons calculé, f seconde de R, là, ce terme, plus 2 sur R que multiplie f' de R. f' de R. f' de R. Deux sur R que multiplie f' de R. Moins 2 sur R au carré que multiplie f de R qui est égal à G. Donc on arrive presque au bout de la transformation. On va développer pour arriver. On va mettre le 1 sur R au carré en facteur. 1 sur R au carré, G', G seconde, plus G' moins 2G. On voit maintenant qu'on a ainsi transformé l'équation différentielle
qui était avec des coefficients non constants, en prenant la fonction f de r. Donc si on prend la fonction g, on aura une équation scalaire avec des coefficients constants. On voit bien ici qu'on a 1 devant g seconde, 1 devant g' et moins 2 devant g. Donc cette équation différentielle est facile à résoudre. Ainsi, la transformation aboutit à la résolution de l'équation différentielle g seconde plus g' moins 2g est égal à 0. L'équation caractéristique de cette équation différentielle se présente comme suit. Xi au carré plus xi moins 2 égale à 0. Et on résout cette équation du second degré pour déterminer les racines. Donc cette équation caractéristique possède deux racines réelles et distinctes. Xi égale à 1 et xi égale à moins 2. Par conséquent, pour la fonction g de xi, ceci implique une solution générale donnée sous la forme suivante. Cette forme-là, g de xi est égal à a exponentielle xi plus b exponentielle moins 2 xi. A et b sont des constantes à déterminer. Finalement, on trouve l'expression de la fonction f de r en effectuant le changement de variable réciproque. C'est-à-dire là, on va maintenant considérer xi et procéder au changement par ln de r. Donc xi sera ln de r moins 2 ln de r. Ce qui va nous donner f de r est égal à a exponentielle de ln de r plus b exponentielle moins ln de r, qui donne a r plus b sur r au carré. A et b, c'est des constantes à déterminer avec les conditions aux limites du problème. Donc on a résolu cette équation différentielle. Nous passons maintenant à la détermination des constantes d'intégration, c'est-à-dire les constantes a et b. Ces constantes d'intégration peuvent être calculées avec les conditions aux limites. La première condition aux limites concerne la surface intérieure, laquelle est soumise à une pression PI. Donc, nous connaissons le vecteur contrainte agissant sur cette surface. La normale à cette surface est dirigée suivant la direction opposée à ER. C'est moins ER. Donc, la surface intérieure de l'enveloppe pour laquelle le rayon intérieur est égal à RI et le vecteur normal N est égal à moins ER. Elle est soumise à une pression PI. PI est dans le sens de ER, le vecteur unitaire ER. Le vecteur de la première coordonnée du trièdre direct en coordonnées sphériques.
Donc le vecteur contrainte agissant sur cette surface intérieure est égal à PIER. Pourquoi PIER? Parce qu'elle est positive. La pression est dans le sens positif par rapport à ER. Ce vecteur contrainte, on peut le calculer en utilisant la formule de Cauchy, c'est-à-dire sigma par le vecteur normal. Le tenseur sigma par le vecteur normal à cette facette, qui est égal à moins ER, c'est-à-dire moins 1, 0, 0. Donc ce produit matriciel, il va nous donner, première coordonnée, moins sigma RR, deuxième coordonnée 0, troisième coordonnée 0 de ce vecteur, qui est égal à PI 0, 0, le vecteur contrainte. Donc, sigma RR, sur cette facette, c'est-à-dire sur cette surface, pour R égale à grand RI est égal à moins PI. Nous avons déjà déterminé la composante sigma RR qui est donnée par cette équation. Elle est exprimée en fonction des coefficients de Lamé, mu et lambda, et de la fonction FR et de sa première dérivée f' de R. Nous avons déterminé la forme de la fonction f de R, donc nous pouvons déterminer sa première dérivée f' de R. Continuons à calculer sigma RR. Ce sera 2 mu par la fonction f de R, f' de R, qui est égal à A moins 2b sur R au carré, plus lambda. F' de R, c'est A moins 2b sur R à la puissance 3, plus 2 f de R sur R, A plus b sur R à la puissance 3. Et nous développons ce calcul. Donc on trouve sigma RR en fonction des constantes A et B. Nous allons fixer maintenant R est égal à RI intérieur. Donc sigma RR pour R égale à RI, ça sera A plus 2 mu plus 3 lambda moins 4B mu sur RI à la puissance 3 qui est égal à moins PI. Et nous retrouvons là la première équation qui va nous permettre le calcul des deux coefficients A et B. Pour déterminer la deuxième équation, on considère la surface extérieure ou la paroi extérieure de l'enveloppe sphérique. La paroi supérieure ou extérieure a pour vecteur normal ER. Il est dans le sens opposé, dans le même sens que ER, donc il est positif. Cependant, ces pressions sont dans le sens négatif. Donc N pour cette surface extérieure, la normale est égale à ER. Par contre, le vecteur contrainte, ça sera moins PE, ER. Donc, le vecteur contrainte agissant en tout point de la surface extérieure de cette enveloppe sphérique est égal à moins PE, ER.
Le vecteur contrainte agissant sur la surface extérieure de cette enveloppe sphérique est égal à sigma que multiplie le vecteur normal à cette surface. Ce calcul matriciel, il va nous donner sigma RR est égal à moins PE pour tous les points appartenant à cette surface. Donc ceci se traduit par la deuxième équation qui va nous donner la relation entre qui va nous donner le calcul des deux coefficients A et B. Donc sigma RR quand R est égal à sigma E, ça sera A 2 mu plus 3 lambda moins 4B mu sur RE à la puissance 3 qui est égal à moins la pression extérieure PE. Reprenons l'équation, la première équation qu'on a trouvée. Donc on a deux équations avec deux inconnus, A et B. On soustrait de l'équation 1 l'équation 2. Ça va nous donner PE moins PI égale à 4B mu que multiplie 1 sur RE à la puissance 3 moins 1 sur RI à la puissance 3. Et de cette équation, on extrait l'expression de B. Nous avons obtenu l'expression de la constante B, qui est exprimée en fonction des pressions PI, PE, des rayons RE, RI et du coefficient de la mu. On a aussi déterminé là la composante radiale du tenseur de contrainte quand R est égal à RE, qui est donnée par l'expression A facteur de 2 mu plus lambda moins 4B sur mu RE à la puissance 3 est égal à moins la pression extérieure. Donc de cette équation 2, on l'a réécrit et on va injecter dans cette équation l'expression de B qui est donnée comme on le voit affiché. Ainsi, donc on va injecter la valeur de B qui est donnée, cette expression, on va l'injecter dans cette équation. Ainsi, nous obtenons maintenant une équation avec une seule inconnue, la constante A. Donc on voit bien que A est égal, il est donné par cette fraction. Au numérateur, on a PI, RI à la puissance 3, moins PE, RE à la puissance 3, sur 2 mu plus 3 lambda, RE à la puissance 3, moins RI à la puissance 3. Comme conséquence, comme on suppose aussi que la pression sur la paroi intérieure est inférieure à celle de la surface extérieure, en examinant les deux expressions de A et B, on voit bien que au dénominateur des deux expressions, on va voir leur signe,
Donc B pour B, j'ai 4 mu positif, RE est supérieur à RI, donc le dénominateur est positif. Il est de même pour l'expression de la constante A. 2 mu plus 3 lambda, qui multiplie RE moins RI, donc dénominateur, il est aussi positif. Examinons maintenant le numérateur. PI est inférieur à PE. RI, évidemment, est inférieur à RE. Donc, ce numérateur sera négatif. On a négatif sur positif, donc A est négatif. A est négatif. Il est de même pour B. PI moins PE. PE est plus grand que PI. Donc le numérateur aussi, ce numérateur, il sera aussi négatif. Donc en conséquence, A est négatif et B est négatif. Expression du champ de déplacement U de M. Le champ de déplacement U de M a la forme U, R, ER. U de R, c'est une fonction de R. U de M est égal à AR plus B sur R au carré. Donc, il suffit d'injecter les expressions de A et l'expression de B pour retrouver l'expression générale du champ de déplacement du point M, qui est donné en fonction des pressions PI, PE, des caractéristiques mécaniques du matériau utilisé, en l'occurrence les deux coefficients de la mu et lambda, et de la géométrie de l'enveloppe sphérique donnée par son rayon intérieur et son rayon extérieur. Bien sûr, ce champ de déplacement, il dépend de la variable R. Et il ne varie, il est exprimé en fonction de R, donc par les données, donc les coordonnées R, θ, phi, il n'y a que la coordonnée radiale qui joue un rôle important dans ce type de chargement. Donc on remarque qu'il y a aussi une symétrie du point de vue champ de déplacement. Comme on a vu la symétrie du point de vue géométrique, la symétrie du point de vue chargement, ceci a induit au champ de déplacement aussi, on peut dire qu'il est symétrique. Réponse à la quatrième question. Détermination du champ de contrainte, sigma. Nous avons précédemment déterminé sigma RR, sigma θ, sigma phi, en fonction du coefficient de mu et lambda et de la fonction f et de sa dérivée f'. Il suffit maintenant d'exprimer ces fonctions f et f' en fonction des constantes a et b et de la variable radiale r. Ainsi, les contraintes sigma RR, sigma θ et sigma phi sont des contraintes principales. De ce fait, le trièdre direct formé par les vecteurs unitaires élémentaires ER, Eθ, Eφ constitue la base principale.
On peut calculer la composante radiale sigma RR, qui est donnée par cette expression. Donc, on remarque que nous pouvons simplifier par 2 mu plus 3 lambda. Mu avec le 4 avec le 4. Ce qui nous permet de donner l'expression finale de la composante radiale sigma RR. Les composantes circonférentielles sigma θ et la composante méridienne sigma phi sont égales. Nous pouvons les calculer, ayant maintenant A et B. Nous développons le calcul de ces deux composantes du tenseur de contrainte et nous obtenons là la relation finale qui permet de calculer sigma θ et sigma phi. On remarque que les composantes, les trois composantes dépendent de la géométrie qui est donnée par les rayons intérieurs, le rayon extérieur, les pressions intérieures, extérieures et le rayon R qui varie. Donc, c'est les composantes sigma RR, sigma θ et sigma phi dépendent de la coordonnée du point qui est donnée par le rayon R. On arrive à la réponse à la dernière question qui est relative au dimensionnement de l'enveloppe sphérique, pour laquelle on doit déterminer l'épaisseur minimum de cette coque sphérique ou cette enveloppe sphérique afin que le matériau se comporte élastiquement. Donc, en appliquant le critère de résistance de Tresca, détermination de l'expression de l'épaisseur minimum, cette épaisseur minimum, qu'il faut donner à l'enveloppe sphérique. Donc, le critère de Tresca, il s'établit comme suit. La contrainte majeure moins la contrainte mineure égale à la limite d'élasticité. Pour rester dans le domaine élastique, donc il faut que la contrainte majeure moins la contrainte mineure soit, c'est-à-dire la plus grande valeur possible, elle doit être, la différence entre sigma maj moins sigma min doit être égale à sigma E. Si on dépasse cette valeur-là, on crée des déformations plastiques. D'où la nécessité de dimensionner la structure ou l'enveloppe sphérique. Cherchons maintenant, c'est quoi une contrainte majeure? On a déjà vu au cours, quand on a fait les critères de résistance, la contrainte majeure, c'est la valeur maximale entre les contraintes principales. Sigma RR, sigma θ et sigma phi. Donc, il faut prendre la valeur maximale. Sigma min étant la valeur minimum entre les trois contraintes principales. Or, on sait qu'il y a sigma RR et les deux autres sont égales. Il est plus facile d'exprimer en fonction des constantes A et B pour minimiser le calcul. Donc, on a sigma RR, on a sigma phi qui est égal à sigma θ. Pour cela, nous allons faire la différence entre sigma RR et sigma θ. Si cette différence est positive, sigma RR est supérieur à sigma θ. Dans ce cas-là, sigma RR sera la contrainte majeure et sigma θ sera la contrainte
mineur. Voyons, on va faire cette soustraction. Nous avons d'un côté A facteur de 2 mu plus lambda, et là, ça s'annule. On a moins 4 mu B R à la puissance 3, moins 2 B mu R à la puissance 3, qui donne moins 6 mu B R à la puissance 3. Comme B est négatif, on a déterminé tout à l'heure, on a démontré que B est négatif. Donc B est négatif avec le moins. Ceci est positif. Donc, sigma RR est plus grand, sigma RR est plus grand que sigma θ. Donc, sigma RR est la contrainte majeure et sigma θ étant la contrainte mineure. Voilà, sigma RR, contrainte majeure, sigma θ ou phi, contrainte mineure. Donc la différence de sigma maj moins sigma min est égale à sigma E, ce qui implique que moins 6 mu B sur R à la puissance 3 est égal à sigma E. Et à partir de là, on va dimensionner ou déterminer l'épaisseur minimum qu'il faut donner pour que le matériau se comporte élastiquement. On a abouti à 6 mu B sur R au carré. Donc je vais mettre 6 mu moins B sur R au carré. Moins B. Or, B est égal à PI moins PE, RE puissance 3, RI puissance 3 sur 4 mu, RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3. Donc si je calcule moins B, je peux mettre PE moins PI. Et c'est cette expression qu'on va injecter. Donc j'ai remplacé moins B, donc j'ai PE moins PI. Les autres, ils sont invariables. Donc c'est cette expression où la variable est petit r à la puissance 3. Il est clair que la valeur maximale de 6 mu petit r à la puissance 3, facteur de PE moins PI, RE à la puissance 3, RI à la puissance 3 sur 4 mu RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3. Quand est-ce qu'elle est maximum? Quand R, petit r, est minimal. Il faut que R soit minimal. Pour que cette expression soit maximale. Or, R est minimal sur la surface intérieure de l'enveloppe sphérique quand R est égal à RI. Quand R est égal à RI. Donc,
on va prendre petit r est égal à RI et on va faire le calcul. Donc on aura 6 mu RI à la puissance 3 que multiplie PE moins PI, RE à la puissance 3, RI à la puissance 3 sur 4 mu RE moins RE à la puissance 3 moins RI à la puissance 3. Donc on va simplifier. Le RI à la puissance 3, le RI à la puissance 3, le mu et le mu. Et là, on simplifie par 2, on aura 3. Et là, on aura 2. Donc, on obtient cette expression. De là, on va isoler les RE à la puissance 3, factorisé par RE à la puissance 3. On aura 3 PE moins PI RE à la puissance 3, moins 2 sigma E RE à la puissance 3 est égal à moins 2 sigma E RI à la puissance 3. En factorisant ce terme par RE à la puissance 3, on peut déterminer le rayon extérieur, RE. Ce sera la racine carrée de moins 2, la racine cubique de moins 2 sigma E RI à la puissance 3 sur 3 PE moins PI moins 2 sigma E. On va multiplier le numérateur par moins 1, le dénominateur par moins 1. Donc on aura 2 sigma E. Et on fait sortir le rayon intérieur RI, qui était à la puissance 3, 2 sigma E. Sur 2 sigma E, moins 3 PE moins PI. Donc on voit bien qu'on a à l'intérieur de cette racine 2 sigma E qui est positif. Cette racine, bien sûr, il faut qu'elle soit positive. Donc, le dénominateur aussi doit être positif. D'où on doit avoir une condition de telle sorte que le dénominateur soit positif, c'est-à-dire que 2 sigma E doit être supérieur à 3 PE moins PI, c'est-à-dire une condition du choix du matériau sigma E à sa limite d'élasticité avec le choix du chargement qui est imposé par les deux pressions intérieure et extérieure. Donc la condition à réaliser sur le choix du matériau, pour que l'épaisseur, il faut qu'on trouve une valeur positive. Donc sigma 2 sigma E moins 3 PE moins PI, il faut qu'il soit positif, parce que au numérateur, on a 2 sigma E positif. Et comme la pression extérieure est supérieure à la pression intérieure PI, donc ce produit, si on soustrait PE moins PI, ce sera positif, moins 3 PE moins PI, ce sera négatif. Donc, il faut que 2 sigma E soit supérieur à 3 PE moins PI, ce qui donne que sigma E doit être supérieur à 3 fois la différence de pression entre la pression extérieure moins la pression sur la paroi, sur la surface intérieure, sur 2. Ouais, continuons maintenant le calcul parce qu'on a exprimé les rayons extérieurs.
On sait que le rayon extérieur est égal au rayon intérieur plus l'épaisseur minimum. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le rayon extérieur minimum qu'il faut donner. L'épaisseur minimum, ça sera RE moins RI. E minimum, ça sera RE qu'on a donné, RE racine cubique de 2 sigma E sur 2 sigma E moins 3 PE moins PI moins RI. Et on va factoriser par RI. Et nous retrouvons l'expression qui va nous permettre à déterminer l'épaisseur minimum de cette enveloppe sphérique à donner pour que le comportement reste dans le domaine élastique. J'arrive au terme de cette séance vidéo. La prochaine vidéo complétera cette série d'exercices sur la résolution des problèmes d'élasticité. Au revoir.